Alors, bonsoir à vous tous. Ici André Pronovo. Je serai votre hôte aujourd'hui ou à soir pour présenter un domaine qui est très palpitant et essentiel des Forces armées canadiennes, l'approvisionnement. Pour ce faire, on a été chercher des gens de haut calibre. Et quand je parle de gens de haut calibre, il y a le commandant, M. Lajeunesse, le colonel Lajeunesse, ainsi que Annick, qui travaille directement sous le colonel. Nous avons également des gens d'expérience. Nous avons été chercher un homme de grande valeur, René Poitier, lieutenant, qui était colonel à la retraite. Ensuite de ça, Pierre Chevalier, qui a aussi commandé, pas commandé, mais était adjoint, mais aussi a une expérience extraordinaire avec les forces britanniques. Et finalement, nous avons un autre joueur aussi très important, Michel Dagenet, qui a travaillé des années et des années au 25e. Donc, pour introduire le sujet, on va parler du 25e. On va parler des défis qu'on va avoir, donc en deux façons d'y arriver. Et aussi, ce qui est important là-dedans. L'objectif qu'on a eu dans cette réunion-ci, qui précède la visite du 21 mars, c'est de donner vraiment une notion sur l'approvisionnement, sur le ravitaillement. Ce que l'on dit, c'est que tous les futurs commandants, tous les futurs officiers doivent avoir vraiment une notion importante du ravitaillement. Ça joue un rôle opérationnel excessif. Si vous n'avez pas de munitions, si vous n'avez pas des vêtements, très difficile de faire notre job. Alors, notre proposition, c'est ça. Il faut que vous soyez capable de retenir la question de notion de ravitaillement. On ne veut pas faire de vous, au moment où on se parle des logisticiens, mais au moins être capable de voir ce qui se passe quand les choses arrivent dans votre bataillon, quand les choses arrivent au niveau de l'aviation et de la marine, et ainsi de suite. Avant de commencer et de passer la parole au colonel Lajeunesse, je vais laisser la parole à Cyprien Marais, qui, lui, a travaillé au collège militaire, qui est un élève officier, évidemment, mais c'est lui qui a travaillé à aller chercher et recruter, si on veut, les jeunes élèves officiers et les intéresser à notre sujet. Pourquoi les Forces armées canadiennes ont besoin de ravitaillement, ont besoin d'une grande plateforme comme le 25e dépôt d'approvisionnement. Alors, Cyprien, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'élève officier Cyprien Marais. Je suis en année préparatoire dans l'escadron Tracy. Je suis devenu officier en tant qu'officier d'infanterie. Je suis en sciences humaines. Donc, ce soir, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines, si ce n'est pendant 2 mois, pour organiser tout cet événement. En envoyant des mails, en parlant avec des gens, en obtenant toutes les autorisations nécessaires, en parlant avec la corporation et en parlant avec le collège militaire. L'objectif, comme l'a dit vraiment André, c'est de comprendre comment fonctionne la logistique. La logistique dans les forces aujourd'hui, il n'est pas forcément devenir des experts, mais savoir comment elle fonctionne. Parce que sans la logistique, aucune armée, aucune unité ne pourra aller loin. Il faut vraiment, la logistique est nécessaire pour toute opération et pour toute action militaire. C'est pour ça que ce soir, comme l'a dit André, on fait une proposition, on vous présente tout ça. Je laisse la parole aux autres. Merci Cyprien. Alors, on va passer tout de suite avec mon colonel. Votre présentation, je suis confiant d'avoir quelque chose qui est probant, qui va enseigner pas mal aux gens de notre nation qu'on cherche. Alors, à vous. Merci, M. Pronovo. Donc, bonjour, lieutenant-colonel Jérémy Lajeunesse, actuellement commandant du 25e dépôt. Ce soir, Yannick va monter des slides. Mais je vais vous proposer quelques sujets en termes de c'est quoi les opérations de soutien au niveau des Forces armées canadiennes, un petit peu de doctrine, puis un peu plus d'infos précisément sur le mandat, puis les rôles, puis qu'est-ce qui se passe au sein de l'unité, donc le 25e dépôt. Donc, si vous avez des questions pendant, peut-être pas évident à poser, mais on va faire au moins à la fin de la présentation un suivi dans qu'est-ce qui pourrait être dans le chat pour répondre à des questions précises. Puis évidemment, on a des
quelques discussions sur quelques sujets à la fin également. Donc, on lance ça. Prochain slide, Yannick. Un peu la maintien en puissance des Forces armées canadiennes, notre mission, l'organisation, quelques données pour connaître un peu le volume d'activité qui se passe chez nous et évidemment des projets et autres en termes d'optimiser puis moderniser nos opérations. Prochaine. OK. Ça, c'est une planche qui explique un peu le cadre de soutien des Forces armées canadiennes. À gauche, vous voyez un peu les états-majors nationaux au sein du Canada. En haut à gauche, vous voyez le quartier général de défense nationale. Puis juste à droite de ça, vous voyez le commandement des opérations intermédiaires du Canada. En dessous, vous voyez tous les environnements, donc l'armée de terre, la force aérienne, la marine, puis les opérations des forces spéciales. Et ces entités-là, donc l'armée, la marine, la force aérienne et à certains égards les forces spéciales sont des générateurs de la force. Et quand une force est déployée à l'étranger, ils deviennent employés par le commandement d'opération d'intermédiaire du Canada, le COIC, que vous voyez au centre à droite. Maintenant, quand on traverse les lignes qui ont été déployées outre-mer, évidemment, il y a des lignes de communication qui sont établies côté communication puis côté transport physique du matériel, qui est le lien en théâtre et la composante soutien de la force opérationnelle de l'armée, le CSFOI, qui travaille évidemment pour un QG de la force opérationnelle interarmée déployée en théâtre, qui se rapporte au COIC, comme j'ai dit tantôt. Évidemment, vous allez voir plus tard dans la prochaine planche, la composante de soutien de la force est une troisième ligne. On va passer à travers les lignes dans la prochaine slide. Cependant, en ce qui concerne les éléments, ils ont chacune leur composante de soutien à l'intérieur, qui inclut une deuxième ligne et une première ligne. Et je ne vais pas faire nécessairement d'exemple pour chaque environnement parce qu'on peut être ici un bout de temps. Mais c'est un peu la structure de soutien. Si on parle du national, du QUIC, un QG supérieur déployé, le QG FOI, puis le composant de soutien FOI, donc la troisième ligne de soutien qui ravitaille les éléments déployés en théâtre. Prochaine planche. OK. J'ai mentionné que déployer la troisième ligne, donc la ligne de soutien qui ravitaille les éléments respectifs, donc la composante de soutien, est en troisième ligne, comme vous voyez, vers l'avant, chaque élément ont leur propre version d'une deuxième ligne. Si on passe de la marine, on peut le considérer un ravitailleur. Si on passe à l'armée de terre, la deuxième ligne, c'est le bataillon de service au sein d'une brigade, en termes doctrinaires. La première ligne, c'est vraiment le soutien qui se passe au niveau de l'unité. Si on recule en troisième ligne, où est-ce qu'on voit la ligne, où est-ce que ce qu'on sort de la tactique, qui est au niveau opérationnel, la troisième ligne, à cette place-là, c'est où se soutient le 25e dépôt d'approvisionnement des forces canadiennes. Donc, on peut, puis plus à gauche, on voit la quatrième ligne. Ça, c'est vraiment l'industrie et d'autres fournisseurs qui nous ravitaillent. Et donc, la synchronisation se fait via le ministère en termes d'acquisition et autres. Puis la réception de ces biens-là sont reçus par les dépôts, donc en principal au Canada, le 25e dépôt. Donc, c'est un peu la base des lignes de soutien. La référence, c'est la publication de la force opérationnelle, c'est le Joint Pub, le 4.0. On peut envoyer un lien par la suite pour vous le donner jeudi. Mais c'est un peu la base de tout. Donc, on va de l'industrie, quatrième ligne, vers nous, la troisième ligne, niveau opérationnel, un peu vers la troisième ligne tactique déployée. Deuxième ligne,
et première ligne. Donc, ça, c'est plus au niveau des composantes et la première ligne au niveau d'unité comme telle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je sais que c'est pas évident de poser une question dans votre salle, mais s'il y a des questions à la fin, n'hésitez pas. Donc, prochaine planche. Donc, chaîne d'approvisionnement de défense. J'ai mentionné le commandement des opérations interarmées du Canada. Puis ça, on le voit dans le centre. Donc, le dépôt en fait partie. On voit à gauche, en bas, le sous-ministre adjoint matériel. Donc, c'est eux autres qui font l'acquisition de l'ensemble du matériel. Donc, qu'est-ce qui est reçu chez nous au dépôt? Et par la suite, qu'est-ce qui est acheminé, que vous voyez à droite, vers les environnements, ainsi que les missions. Maintenant, ça, c'est assez clair en termes de l'industrie. Nous livre du stock, on le reçoit, on l'entrepose, on l'achemine vers les missions ou d'autres bases au Canada. Et la différence principale avec l'industrie, c'est que nous, il y a également la logistique dans les deux sens. Donc, il y a du matériel qui revient au dépôt qui est brisé et qui doit retourner à l'industrie et être réparé. C'est une différence majeure entre nous et un Amazon, disons. Donc, c'est la logistique dans les deux sens. Puis également, évidemment, les unités et les bases ont du matériel qui est brisé, qui peut être réparé, qui retourne également au dépôt. Et là, on parle principalement des composantes comme des moteurs, des transmissions ou d'autres composantes qui vaut la peine vraiment de réparer. Donc, ça, c'est un peu comment la chaîne fonctionne au niveau des Forces armées canadiennes. Prochaine planche. OK, notre mission. Bien, c'est mes tâches principales. C'est qu'est-ce qu'on focus là-dessus. Évidemment, on exécute la réception. On entrepose le matériel. On mentionne l'intendance parce qu'évidemment, l'inventaire à maintenir. Vous allez voir un peu les statistiques sur l'inventaire qui réside chez nous et vous allez le voir jeudi. La distribution du matériel. Bref, quand il y a des commandes, on les achemine. Et l'élimination du matériel, donc on effectue également la disposition au nom du ministère et les Forces armées canadiennes pour le matériel qui n'est plus requis pour les opérations. Prochain. En termes de qui qu'on soutient, évidemment, à chaque base au Canada, vous le voyez là, on a également un dépôt SAR à Edmonton, le 7e dépôt, qui est à peu près le tiers de notre grandeur. Vous voyez toutes les bases sur la carte, bien sûr. Ça inclut également les opérations outre-mer. Puis une fois par année, l'été, on ravitaille, vous voyez dans le nord, la base d'alerte qui s'appelle l'opération Box Stop, qui ont également besoin de matériel. Prochain. Position stratégique. Il y a certains avantages à être localisé où on est. On est près du port de Montréal, pas loin de Mirabel et d'autres aéroports. Pas une si grande distance de Trenton, si on a besoin d'acheminer quelque chose vers la force aérienne pour être envoyé en théâtre. Et également, les unités sur la base, sur le côté sud. Certains, donc, vous avez déjà visité la 4e unité de soutien au mouvement, la 3e unité de soutien qui fait vraiment l'approvisionnement opérationnel en termes de rassembler du matériel spécifique pour les missions, ouvrir des théâtres, fermer des théâtres, etc. Le 202e atelier, je crois que vous avez visité cette unité-là, donc qui fait beaucoup de réparations sur les flottes, spécifiquement à l'armée de terre d'habitude. Puis le centre de mise en œuvre des équipements de l'armée canadienne qui maintient la flotte opérationnelle prêt déployée pour l'armée canadienne. Prochain. OK, je vais essayer de voir les slides. Donc, bref, on voit où se trouve notre unité au sein du commandement des opérations interarmées du Canada. Il y a également les liaisons des composantes, les opérations de recherche et de sauvetage, les FOI. Donc, dans la zone au Québec, on parle de FOI Est / deuxième division, c'est le même QG qui fait les deux fonctions. On voit, c'est écrit en anglais, mais le Canadian Forces Operational Support Group, qui fait certaines tâches de soutien au niveau opérationnel, à l'exclusion de l'entreposage, comme on fait.
Chez nous, j'ai mentionné, on est fait partie du QG, donc le groupe de soutien matériel du Canada en anglais, Canadian Material Support Group. 6 unités totales, 2 unités d'approvisionnement de matériel général et 4 dépôts de munitions qui se situent à travers le pays. Et je n'irai pas plus loin à droite, là, mais ça explique un peu où se situe le 25e au sein de la chaîne de commandement du COEC. Prochain. Notre organigramme, on était établi de 186 membres total, donc 152 civils, 34 militaires. Vous voyez l'organigramme, évidemment, moi-même, mon agent-chef, l'agent-chef Tiverge, Annick pour les opérations, commandant adjoint également, un officier des plans, M. Donald Viel. Et par la suite, chaque section ou chaque département est commandé par un employé civil, un gestionnaire civil. C'est vraiment séparé entre réception, entreposage, une section de soutien matériel, l'expédition. J'essaie de voir mes planches sur l'écran. Excuse-moi. Gestion des systèmes, donc soutien de SIGRID et notre système informatique. Et une dernière section, acquisition, 4e mètre, qui s'occupe de supporter l'ensemble de l'unité au complet. Donc, c'est un peu notre structure de base. Pas beaucoup de militaires, une belle place pour les militaires pour apprendre. Puis à long terme, on se fie vraiment sur l'expertise de nos employés civils dans l'exécution des tâches. Prochain. L'étendue, vous allez voir mieux jeudi, mais c'est la majeure partie du côté sud de la base de Montréal. Vous voyez les édifices encerclés en rouge. Il y a également un site à la dalle loué qui contient jusqu'à 500 conteneurs maritimes. C'est l'équipement de génie de camp. Donc, l'équipement nécessaire pour déployer un camp pour supporter une opération qui, selon qu'est-ce qui est nécessaire outre-mer. Prochain. Utilisation de l'espace. Toujours un défi à maintenir le matériel opérationnel chez nous. Vous voyez peut-être pas nécessairement chaque chiffre ici, mais on se situe à l'entour de 90% de l'espace comblé qu'on doit maintenir un œil là-dessus puis continuer nos efforts de disposition. Prochain. L'inventaire maintenant. La valeur monétaire de l'inventaire chez nous actuellement est à peu près 4,2 milliards. Donc, suffit à dire qu'il faut y prendre soin. C'est des biens publics, puis on doit les comptes, bien sûr. Vous voyez un peu l'espace entreposage intérieur et extérieur. Total, à peu près 200 000 mètres carrés. En termes de numéros ou pièces de stock unique, en anglais, vous allez souvent entendre la terminologie NATO Stock Number. Dans l'industrie, c'est l'équivalent d'un... Dans l'industrie, on appelle ça un Stock Keeping Unit en anglais. Donc, c'est un article. Et nous, on a plus que 195 000 articles uniques au dépôt, qui est en fait très vaste. Si vous faites la comparaison avec Amazon, excuse-moi, pas Amazon, avec Costco se situe à peu près à 3 000 articles uniques seulement. Donc, beaucoup plus de variété de matériel dans nos lignes. En termes de location d'entreposage, il y en a plusieurs, à peu près 500 000. Donc, l'importance de savoir où est le matériel. Puis, le dernier point, les articles qu'on considère dormants, donc, qui n'ont pas été utilisés depuis 4 ans, donc aucune consommation. On a à peu près 1,4 milliard d'inventaire qui n'a pas de roulement. Donc, l'importance de disposer du matériel qui n'a plus de valeur opérationnelle. Puis, je vais vous montrer des exemples quand vous visitez jeudi du vieux matériel qui a besoin d'être disposé. Prochain. Statistiques de production. En termes de traitement de demande, une moyenne de 350 par jour. Excuse-moi, ça c'est la réception. Donc, réception, 350 demandes par jour en moyenne. Et 70% de ces réceptions-là sont des retours d'unités. Vous voyez un peu les statistiques annuelles. Puis, à la pointe de sortie, on traite à peu près en moyenne 450 demandes quotidiennement. On appelle ça les pics en bon français. Puis en bas, vous voyez nos destinations primaires, donc Gagetown, Edmonton, Valcartier
et faites avoir, incluant les volumes associés. Prochain. Distribution du matériel. Je vous montre un peu ces planches ici. En haut se situe où c'est le plan actuel de distribution qui est en œuvre. C'est mon QG supérieur qui contrôle le plan de transport. Actuellement, avec qu'est-ce qu'on a, la variation de livraison peut être entre 3 jours puis 21 jours. Puis on travaille pour améliorer le programme en rajoutant des volets commerciaux pour réduire la variance d'une journée ou deux avec une moyenne de, si je ne me trompe pas, sur les planches, c'est 7 jours. Donc, grandement améliorer le soutien qu'on fait pour toutes les unités au sein des Forces américaines. Ça, la mise en œuvre de ce projet ici, ça va être en octobre 24, mais ça va être une grande valeur pour les forces. Prochain. Donc, l'Ukraine, beaucoup de volume. On parle de, ici, 175 palettes d'avions, qui fait 4400 palettes standards. En transport maritime, plus que 180 conteneurs maritimes de 20 pieds. Le matériel varie des masques aux armements, beaucoup de vêtements d'hiver, des rations et autres. Puis également, on a récemment envoyé des dons à l'Haïti, une petite bague de dons, donc 44 palettes. Mais c'est des exemples de demandes ponctuelles et du matériel que le gouvernement du Canada veut donner et on doit exécuter assez rapidement ces demandes-là. Prochain. Up Box Stop, j'ai mentionné le ravitaillement de Alert dans le nord du Canada. Soit que le matériel est reçu chez nous et acheminé par voie maritime ou est acheminé à Trenton pour être envoyé par voie aérienne. Puis c'est à peu près plus ou moins 250 palettes de matériel annuellement pour Up Box Stop. On a également Up Santa. Donc, on achemine des colis aux militaires déployés, on les rassemble chez nous, on reçoit les dons de différentes compagnies. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié par les membres déployés. Prochain. Réception. Vous voyez un peu la comparaison entre années. J'ai mentionné un peu à peu près 350 réceptions quotidiennement. Si ça vous donne une idée, c'est alentour de 130, 126 000, je pense précisément, de demandes annuelles. Il y a des variations mensuelles, bien sûr, dans le calendrier. Vous voyez une comparaison entre 2 ans, mais ça donne une idée du volume qui est reçu chez nous. Donc, la plupart des réceptions qui sont en fait, c'est 70% des réceptions des retours d'unités du matériel. Prochain. Distribution du matériel, j'ai dit tantôt, à peu près 450 demandes quotidiennement. Un temps de cycle de 2,6 jours en moyenne pour une demande, qui est quand même pas si mauvais. Au centre, on voit la distribution du matériel par priorité. Puis vous voyez un petit volet qui est en rouge en termes de priorité 1. On était peut-être autour du 9 % je ne voyais pas les planches comme telles, mais à peu près 9 % de nos demandes sont en haute priorité. Des chiffres qui baissent également et qui vont continuer à baisser. Un, parce qu'il y a des contraintes sur la définition. Et également, le plan de transport qu'on va y mettre en œuvre en octobre va améliorer également la distribution du matériel. Donc, il y aura moins de presse à recevoir le matériel parce que les unités vont avoir une meilleure idée de quand est-ce qu'ils vont le recevoir. Ils n'auront plus la variance de 3 à 21 jours. Ça va être plus une variance de 6 à 8 jours. Donc, je m'attends que ces chiffres-là s'améliorent graduellement dans les prochains mois. Prochain. Écart de conformité. Donc, ça comprend la réception, puis les instances qu'on reçoit du matériel que soit on ne s'entendait pas à recevoir, ou ce que le matériel n'est pas conforme, soit c'est une question d'emballage, soit c'est pas la bonne pièce, soit qu'on ne peut pas identifier la pièce. Donc, c'est considérable, ça peut être 10 % des réceptions totales. Qu'on travaille là-dessus, mais également, vous allez le voir jeudi, il y a un volume
considérable de matériel qu'on travaille sur les écarts. Évidemment, critique à régler ces écarts, parce que si on met ça, ce matériel-là, dans nos locations, puis c'est mal identifié, on va perdre complètement la visibilité du matériel. Prochain. OK. Optimisation d'entreposage. J'ai mentionné l'emballage dans la conformité. Ça, c'est un exemple de système de tente pour les QG qui est maintenant dans notre système. On a reçu ces systèmes-là, comme vous le voyez à gauche, juste sur des palettes un peu de pied de qualité. Puis on a dû monter un projet qui a perduré 3 ans pour mettre ce matériel dans les crates, comme vous voyez à droite. En bref, ça prend à peu près un quart de l'espace, mais sans le faire, on n'avait pas l'espace physique pour entreposer tout ce matériel. Donc, un exemple critique d'un facteur mineur qui est oublié dans un contrat, l'emballage, peut mener à des corrections comme on voit sur l'écran. Prochain. Matériel dormant, toujours une problématique chez nous en termes de maintenir du matériel qui a une vraie valeur personnelle. Vous voyez l'exemple du camouflage, des nets de camouflage. Donc, très peu de consommation. Donc, évidemment, il y a trop de stock en main pour ce type de matériel-là. On parle de 147 commandes annuellement, donc 30 ans de stock, si on calcule. Prochain. Item clé à départir, exemple aussi, de l'équipement qui n'a plus de valeur personnelle, des amplis. Puis ceux-là, si je ne me trompe pas, que j'avais fait la date, c'était 1968. Donc, on sait clairement que le matériel est plus requis. Prochain. OK. Modernisation, évidemment, au niveau national, puis au niveau d'unité, des projets pour nous rendre plus efficients et efficaces. Il y a quelques projets au niveau national. Je vais sauter la deuxième ligne. On a un système en place qui gère le matériel, qui gère les comptes et autres. Ça, en français, Dreamus, c'est Sigrid. J'oublie toujours l'acronyme parce qu'on dit en anglais tout le temps. Mais une nouvelle version qui va sortir jusqu'à date cet automne, qui va améliorer certains processus et qui va également intégrer le module de transport qui est actuellement un logiciel à part avec notre système, donc le Sigrid, le Dreamus en anglais, pour mieux intégrer l'information et les processus. Il y a le projet d'optimisation d'information de technologie, donc du codage et des lecteurs de code. Nous, on en a déjà au sein de l'unité. C'est surtout au niveau des unités et des bases qui n'ont pas actuellement, qui va grandement améliorer la chaîne d'approvisionnement également. Prochain. OK. Localement, on a plusieurs projets en œuvre. On les fait dans l'objectif de gagner l'efficacité, réduire l'espace d'entreposage, réduire le temps de traitement et améliorer la précision dans nos transactions. Mais évidemment, toute initiative qu'on fait nécessite, avec la technologie, un soutien en réseautage, un soutien en TI. Tout l'équipement nécessite ça aujourd'hui. Prochain. Quelques exemples. Les systèmes de levage verticaux. C'est un système de levage ou un système d'étagère automatisé. Donc, le matériel est entreposé. Puis, au lieu que le technicien s'en va à l'étagère sur un chariot, l'étagère baisse au niveau de l'opérateur pour être capable de sortir le matériel dans ce cas-là. Prochain. Véhicules guidés automatisés, donc des robots qui peuvent transporter du matériel du point A au point B ou aller chercher le matériel sur une étagère également si le système est intégré ensemble. Prochain. Numériseur de volumétrie. On a quelques-uns en fonction que je voulais montrer jeudi, mais ça prend le volume et le poids du matériel. Ils ne sont pas intégrés dans notre système encore, mais l'information est quand même critique. Puis avant qu'on ait ça, notre système de volumétrie, c'était des règles de mesure physique. Donc, la règle, comme vous avez peut-être eu à l'école, pour certains dans l'audience, c'est comme ça qu'on mesurait le matériel avant, mais maintenant, avec un scanner volumétrique, ça va beaucoup mieux. Prochain.
Et juste arrêter, je veux juste voir s'il y a quelques questions dans le chat. Okay, je vois un commentaire sur le 4e brigade, sur le Ford Mobile Support Unit. Et la question de Danny Redburn, c'est est-ce que cette ressource existe encore? La réponse est non. La 4e brigade n'est pas là non plus. Mais on a ça s'appelle des hubs logistiques de soutien. Il y en a un hub en place en Allemagne. Et on travaille également sur d'autres genres de hubs logistiques. On sait pour la présence en Europe, on parle de l'été 25, on va être rendu à 2200 troupes. Ça prend quelque chose plus robuste pour supporter les troupes qui sont principalement en Lettonie. Donc, non, ça n'existe pas en ce moment, mais il y a quelque chose qui va être nécessaire pour mieux supporter les forces qui sont déployées. Patrick Laframboise, est-ce que certains articles, la question à se départir se fait vendre à des surplus militaires ou est-ce qu'il faut tout détruire? Donc, ça dépend si c'est du matériel sensible ou non. Si c'est non sensible, ça va se vendre en surplus. Ça peut se rendre en surplus militaire si le magasin décide de l'acheter. Ça peut se rendre au public également. Mais si je parle l'exemple des armes qu'on ne va pas donner à un autre pays, mais dans ce cas-là, l'équipement est détruit. Un bon exemple, dernièrement, d'équipement qu'on vend, qu'est-ce qu'on appelle les boîtes à phobie. Il y a eu plusieurs milliers de boîtes supplémentaires qui sont vendues dernièrement sur le marché. Je pense que c'est les seules 2 questions que je vois jusqu'à date en ligne. Je vais faire une pause rapide. Je sais que c'était rapide, mais vous allez voir plus jeudi pour ceux qui vont être là. Moi, j'aurais une question. Est-ce que c'est arrivé que pendant plusieurs années, il y a du matériel qui a servi à rien, puis du jour au lendemain, il a été remis en circulation ou commandé par une base au bout d'un temps? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Avec certaines capacités, oui. Je me souviens, puis Michel était dans les forces à l'époque. Nick, évidemment, aussi. Puis je ne connais pas l'historique de chaque personne en ligne, mais l'exemple des chars d'assaut Léopard. En 2006, tous les chars étaient pas mal stationnés. Les forces américaines se départaient de la capacité. Puis avec l'Afghanistan, soudainement, on a littéralement remis des chars en service pour déployer l'Afghanistan. Donc oui, bref, il y en a qui traînaient hors d'usage, certains au dépôt, certaines dans les unités, mais presque en voie de disposer. Puis la capacité de mise en service. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Peut-être juste un gros merci de nous avoir permis d'écouter ce que vous aviez à dire ce soir. Ça va nous permettre demain d'aller plus vite peut-être et de poser certaines questions qu'on va penser durant la nuit. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Excellent. Merci beaucoup, mon colonel. Je crois que à la vue de ce que vous avez présenté, c'est énorme. Et je ne fais que penser au nombre d'items que vous travaillez. Vous avez presque 200 000 numéros de série, dont plusieurs probablement ont aussi un numéro de l'OTAN. Et à un moment donné, quand vous savez ça, vous devez configurer des équivalences. Ça aussi, c'est un immense problème probablement. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre présentation. Encore une fois, ceux qui sont à l'écran, vous avez des questions, pensez-y. On va, soit qu'à la fin ou encore préférablement, le 21, on va pouvoir en discuter en voyant exactement ce qui se passe sur le terrain. Encore une fois, on tombe dans un théâtre opérationnel. Et ça, c'est majeur, là, qu'est-ce qu'on fait dans le genre d'exercice qu'on essaie de faire. Alors, on va passer à la deuxième partie, c'est au niveau des défis. Quand on parle au niveau des défis, vous, en tant que colonel aujourd'hui,
Et là, je reviens avec René. Quels étaient vos grands défis? Qu'est-ce qui était le plus difficile à gérer dans tout ça, cette histoire-là? Mon Dieu. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai passé à travers de ça. Et j'ai essayé de n'oublier quelques-uns parce que certains d'entre eux n'étaient pas très intéressants pour moi. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire quand même en tant que commandant du dépôt. Et la chose qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est le personnel. On n'en parle pratiquement jamais. Ils sont là, ils font leur job, ils s'en vont chez eux le soir, puis ils reviennent le lendemain. Mais j'ai trouvé parmi ces gens-là des petites étoiles et j'ai su m'en servir. Ça m'a énormément aidé. On dit, oui, le commandant en haut, bon, mais non, le commandant en haut, il ne fait pas tout. Là. Il laisse ceux qui sont en dessous, qui ont des bonnes idées, qui travaillent sur le terrain, qui connaissent le personnel, venir l'aider à gérer tout ça. Alors, j'enlève mon chapeau. Mon colonel, félicitations pour votre job. Pas facile, mais intéressant, certainement. Et au plaisir de recevoir bientôt. Merci, monsieur. Puis, de mon perspective, je vais rajouter et renforcer le point que le personnel, nos gens sont habiles, sont flexibles, sont intelligents, sont travaillants. Il s'agit de les communiquer la priorité, puis comprendre qu'est-ce qu'on veut exécuter, puis les laisser développer des techniques, puis les méthodologies. C'est impressionnant à quel point que les gens peuvent innover rapidement. Puis quand je parle spécifiquement chez nous, qu'on a commencé les premières vagues de dons vers l'Ukraine, comment monter les lignes et d'autres, des employés 20 ans plus d'expérience, qui nous ont guidés là-dedans en termes de comment l'exécuter. Puis, pour ma part, c'est de s'assurer que la priorité est communiquée, mais la façon de faire, les gens sont très, très novatrices, très impressionnants. Puis ça commence avec Mme Annick Lefebvre, puis en descendant dans l'unité. Des commentaires là-dessus, Annick? Je peux juste renchérir ce que vous dites, colonel, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'expérience. Vous allez voir quand vous allez visiter le dépôt. Puis Monsieur Potier, j'ai déjà averti certaines personnes que vous alliez faire partie de la visite, puis ils sont vraiment enthousiastes à vous voir parce qu'il y a des gens au dépôt qui ont 30, 40 ans de service au dépôt, puis ils sont très, très fiers. Comme on dit en anglais, quand est venu les dons à l'Ukraine, je veux dire, quand la jeunesse venait d'arriver, moi aussi je venais d'arriver, là, on savait pas comment ça fonctionnait vraiment, là, tu sais, sur le terrain, là, comme on dit, mais c'est all hands on deck. Comment s'attaquer aux problèmes, là, je veux dire, à la tâche devant nous de façon efficace. Je voyais dans le chat le transfert des uniformes, pas des nouveaux uniformes, mais des uniformes à logistique Unicor qui va très prochainement assumer la distribution. C'est la même chose. C'est une grosse ligne d'effort qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'on va définitivement vous montrer jeudi. Puis, comment est-ce qu'on fait ça? Cette ligne d'effort-là, on avait prévu 80 cargaisons, donc à 2 par semaine, c'est 40 semaines. Donc, une ligne d'effort importante, soutenue pendant 40 semaines. C'est encore de rassembler l'équipe pour discuter du problème, puis comment est-ce qu'on établit puis qu'on conduit ces activités-là à tous les jours. J'en aurais une, moi, concernant l'informatique et la robotique. Comme j'ai pu le voir, c'est que vous commencez vraiment à avoir des équipements beaucoup plus modernes qui vous permettent d'accélérer et d'avoir une meilleure performance au niveau de la gestion et de l'efficacité des opérations. Mais depuis quand vous travaillez vraiment là avec la nouvelle informatique, les nouvelles, parce qu'il va arriver éventuellement l'intelligence artificielle, tout ça. Comment vous intégrez ça? De quelle façon que vous êtes capable d'intégrer ça dans vos équipes? Je vais prendre la question rapidement.
la première partie, c'est vraiment, oui, l'industrie de la chaîne d'approvisionnement se vire vers la technologie. Dans notre cas, puis dans le cas de l'industrie, ce n'est pas nécessairement pour remplacer le personnel. Oui, ça permet une plus haute performance, mais aussi le personnel n'est pas disponible. C'est le montant de positions qu'on a, on vit l'entour de plus que 20% des positions vacantes, d'une façon constante. Il faut expliquer aux gens, premièrement, culturellement, le pourquoi qu'on investit dans la technologie. Ça ne va pas les remplacer. Il y a toujours des tâches à faire pour l'humain. La deuxième partie, en termes de moderniser au sein d'une institution gouvernementale, c'est de synchroniser les besoins avec tous les fournisseurs qui existent au sein de la ministère. Donc, on parle des services les services TI. Tout ce qu'on fait, ça prend un réseau. Donc, au sein de la défense, pour embarquer une nouvelle technologie sur les réseaux, ça prend du temps, ça prend des questions de sécurité. Donc, il faut être très patient. Quelque chose qui peut être fait dans l'industrie dans 1 ou 2 ans va prendre au moins 5 ans chez nous. Donc, est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait, mais ça va se faire plus lentement pour des raisons de sécurité, puis pour des raisons que moi-même, comme commandant, je ne contrôle pas tout l'ensemble des fournisseurs ou l'approbation de ces fournisseurs-là. Et également, côté infrastructure, il y a une autre unité sur la base qui contrôle l'infrastructure et les amendements se font graduellement. Le parc immobilier au sein du ministère est énorme, puis on n'est pas nécessairement la priorité au sein des forces pour le parc immobilier. Mais ça se fait, mais il faut être constant. Il ne faut pas lâcher vraiment prise des projets. Parce que si on n'évolue pas, éventuellement, on devient moins pertinent. Il ne faut pas l'être. On peut continuer à l'être. Yeah. Est-ce que ça répond? Oui. Maintenant, je vais parler avec Pierre. Pierre, donne-nous un peu ton expérience que tu as vécue avec l'armée britannique. De quelle façon que c'était. Je sais que c'était énorme, tu nous en as parlé plusieurs fois, mais puis c'était probablement très complexe. Tu étais au niveau divisionnaire. Alors, Pierre, peux-tu nous donner un peu quel genre de défi que tu avais? Ben, en fait, j'ai passé par le quartier maître du 3e bataillon. Ensuite, un bon bataillon. Je suis allé au bataillon de service et je me suis présenté au collège, à l'école d'état-major à Toronto, à laquelle j'ai été muté à la 4e division blindée britannique. Alors, le saut que j'ai fait entre le bataillon de service et le quartier maître était énorme. Je suis arrivé dans une division blindée britannique au sein du 1er corps d'armée britannique qui était composé de 4 divisions blindées et d'une division logistique auquel j'étais responsable de coordonner tout l'approvisionnement entre le corps d'armée et la division. La division était sur un territoire de 10 km de large et 20 km de profondeur. On était face à la frontière est-allemande. Alors, juste un exemple, disons, de coordination. J'avais sous ma responsabilité 25 cellules, 25 unités ou sous-unités et représentées par 13 cellules dans mon quartier général divisionnaire arrière. Ces 13 cellules étaient en constante communication avec les 25 unités et les demandes venaient des unités
aux brigades à la division. De la division, allait au corps. Si je prends un exemple, lorsque le général commandant émettait un ordre pour, disons, bombarder avec un régiment d'artillerie un secteur particulier, il fallait que ce régiment d'artillerie ait ses munitions en présence près de la position des canons. Alors, ce cheminement venait à la division et allait au corps qui allait au dépôt de munitions et il fallait que ces 25, 30, 40, 50 palettes de munitions soient transportées sur 25, 30 kilomètres. Alors, ça impliquait le transport, ça impliquait la police militaire, ça impliquait tous les gens qui, de mon quartier général, pour s'assurer que les munitions arrivent à temps pour la mission comme telle. Il est arrivé une instance où il n'y avait plus de transport pour ces tirs de munitions. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé au corps, tout simplement, de prendre les transporteurs de chars d'assaut qui étaient au garage du corps et de mettre les munitions dessus et de les apporter aux positions avancées pour les missions, disons, du régiment d'artillerie. Alors, cette logistique-là, qui était seulement un aspect pour un régiment, pour une mission, était multipliée par 25, disons, unités que je coordonnais en espace d'une salle dans un village ou une grange avec les communications, disons, que l'on avait à ce moment-là. Alors, quand on parle de réapprovisionnement, si ces unités-là n'avaient pas eu ces munitions-là, leur mission n'aurait pas eu lieu, tout simplement. Étant donné qu'on était en temps de paix et qu'on simulait, alors c'était des palettes avec des munitions remplies de ciment qui simulaient la réalité. Alors, que ce soit pour les munitions, que ce soit pour le mouvement des unités, quand on parle de 5000 troupes logistiques, 25 unités qui sont dans un corridor de 10 km par 20 km, alors chacun des villages était occupé par une unité. Alors, la coordination de ça se faisait par mon bureau, se faisait par mon quartier général, avec l'aide de la police militaire, avec l'aide du G5 qui était partie prenante de mon quartier général. Alors, quand on regarde l'envergure de cette division-là, pour 5000 troupes, nourrir
approvisionner, retrancher les blessés, les véhicules pour l'entretien, etc. Alors, de l'unité à la brigade, à la division et au corps d'armée, tout cela se passait à chaque 24 heures de façon continue. J'ai vécu 2 exercices de corps où il y avait 4 divisions blindées. Autrement dit, 130 000 hommes sur le terrain. Une année, nous étions une division participante, autrement dit, nous étions une division d'attaque sur le front. Alors, je devais coordonner les 13 cellules, que ce soit le médical, la police militaire, l'approvisionnement de campagne, le génie militaire, les ingénieurs militaires, etc. Tout cela était actif 24 heures sur 24 et roulait pendant un mois. L'année suivante, nous étions arbitres comme division pour fournir l'ennemi, pour fournir le sabotage, pour fournir les arbitres qui déterminaient si oui ou non les divisions étaient réapprovisionnées, avaient leur nourriture, avaient leur véhicule, pouvaient évacuer leur personnel, pouvaient continuer leur mission, etc. Alors, pendant ces 3 années-là, disons, le travail de coordination de ces 13 cellules-là, qui étaient composées d'un major et un sous-officier pour le cadre de jour et un capitaine pour le cadre de nuit, avec je faisais le jour de 6 heures le matin à 10 heures le soir, mais c'était une coordination continue entre mes unités, les unités de combat et le corps d'armée qui nous soutenait. Alors, quand on parle d'approvisionnement, si les unités de combat n'ont pas de munitions, n'ont pas de nourriture, n'ont pas de véhicules, ils sont détruits, tout simplement. Alors, c'est un peu ce que j'ai vécu en termes de service avec la 4e division blindée britannique. J'étais responsable du quartier général divisionnaire arrière, qui était le quartier général logistique. Et mon contrepartie, le G3 Opération, était avant dans des TTB responsable du quartier général opérationnel avec le général commandant, etc. C'est une mutation que j'ai appréciée énormément. C'est lorsque je suis revenu, j'ai été muté à Ottawa pendant 1 an et au 25e dépôt pendant 1 an et au QG de la force mobile pendant 1 an. Ta punition, voilà. Ça? Merci, Pierre. Et aussi, ça nous donne vraiment, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine actuellement,
et qu'on parle, et que les gens parlent de munitions, qu'ils parlent de ravitaillement, l'importance. Ils vivent des cas exemplaires de ce qui se passe. Quand tu n'as pas de munitions, quand tu n'as pas de pièces pour réparer tes véhicules, quand tu n'as pas les bottines pour aller avec tes bonhommes, ça arrête. Je veux dire, là, t'es vraiment mal pris. Alors, merci beaucoup, Pierre. De toute façon, le 21, on va avoir la chance d'être avec toi encore. On va pouvoir échanger. Puis ensuite de ça, on va pouvoir aussi voir ce qui se passe au 25e. On va être en mesure de relativer toutes ces choses-là. Mon dernier défi, ça concerne vraiment au niveau opérationnel, le quotidien. J'ai 2 personnes ici qui sont aguerries à faire ça. Il y a mon copain Michel et Annick qui, à tous les jours, doivent travailler, jongler avec tous ces différents problèmes-là et s'assurer qu'en fin de piste, la livraison se fasse ou la réception se fasse. Alors, je vous demande à tous les deux quels sont vos défis au quotidien ou de quelle façon vous avez vécu ça ou vous vivez ça aujourd'hui. Allez. Ayant complété. Non, mais voulez-vous y aller, M. Dagenet? Ça me fait plaisir. Non, je ne veux pas y aller. C'est bon, vas-y. OK. Moi, j'ai fait 30 ans de service militaire. J'ai quitté pour le poste d'officier des opérations au 25e dépôt, puis que j'adore. Au quotidien, je dirais je veux dire, on a une idée de ce qui se passe dans la journée. À chaque jour, dans le fond, il y a un prélèvement de la production. On est capable d'ajuster le niveau de production, donc ce qu'on doit, dans le fond, sortir comme matériel pour acheminer aux demandeurs selon nos capacités, puis selon aussi ce qu'on reçoit, parce que ce qu'on reçoit, il faut le mettre en entreposage. Alors, c'est constamment cette bascule-là entre le matériel à sortir de l'entreposage pour distribution, mais aussi ce qui rentre qu'on doit placer en entreposage. Puis les autres projets, là, comme je parlais tantôt, là, quand il faut acheminer du stock, du matériel comme la logistique Unicor, qui est une ligne d'effort importante, les dons à l'Ukraine ou toute autre tâche. Il y a également, tu sais, au quotidien, là, on se fait interpeller, puis ça, c'est très bien, mais tu sais, comme le colonel La Jeunesse l'a mentionné, les retours d'unités. Alors, des fois, c'est des grosses quantités que les unités retournent à travers, dans le fond, en sens inverse parce que ils n'ont plus besoin du matériel en main puisque ils en ont pas besoin là à cause de l'équipement à maintenir qui a peut-être évolué, etc. Ou ils font une réévaluation du niveau de stock. Donc, des fois, c'est des quantités importantes, puis à ce moment-là, faut faire partie de la solution. Donc, évaluer on se fait interpeller, il faut évaluer ce qu'ils veulent réacheminer pour être en mesure de l'entreposer convenablement parce que le commandant du dépôt, il y a une responsabilité envers l'intendance des ressources, du matériel au dépôt. Donc, tu sais, il n'y a pas de secret dans ça. C'est vraiment savoir ce qui se passe, être au courant du minute by minute, comme ils disent en anglais, être au courant, puis de s'assurer que la communication est établie et maintenue au sein de l'unité, puis avec les parties prenantes à l'extérieur du dépôt également. Michel, de ton côté, toi? J'ai eu des projets qui étaient impossibles. Le commandant venait me voir et me disait OK, on va obtenir une nouvelle bâtisse, on va coordonner tout ça de notre côté, de s'assurer que tous nos besoins sont considérés. C'était un projet monstre. Ensuite, ils ont décidé de fermer 2 dépôts et nous envoyer les 250 000 lignes d'articles que ça concernait. Il faut trouver une place, il faut les garder, puis il faut que les clients puissent y puiser. Tout ça, c'était avec le personnel qui voulait comprendre c'était quoi les priorités. Les priorités, c'était de tout faire en même temps. Puis souvent, quand Ottawa avait un projet, la dernière ligne, c'était souvent le dépôt d'approvisionnement à Montréal.
où est-ce que seuls eux autres peuvent faire ce genre de volume-là. Puis, une fois qu'on a fait les projets, il y en avait toujours un nouveau projet qui est rentré en ligne de compte. Demain, quand je vais aller au dépôt, à la jeunesse, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils sont des stacker cranes. Quand on les a obtenus en 94-95, ils devaient durer 20 ans. Puis je suis certain qu'ils sont encore là. Et puis j'ai hâte de savoir si le 9e stacker crane est encore là aussi. Ça, c'était un projet. Vous savez qu'Ottawa, des fois, sont quelque peu lents à fournir du matériel ou à fournir du support, ou quand ils nous donnent un système informatique qui ne fonctionne pas, il faut continuer à donner du service aux clients. Donc, le 9e stacker crane, ça, c'était on appelle ça dans mon temps un Skunk's Works. En d'autres mots, on a trouvé un moyen, à travers le TPS-CC, de nous acheter un 9e. En passant par Ottawa, jusqu'à ce qu'ils découvrent ils ont acheté un véhicule à Montréal, puis ils ne nous l'ont pas dit. Oh oui, on vous l'a dit, à telle date. Finalement, le stacker crane est arrivé. Puis mon problème à ce moment-là, ça a été, malheureusement, on n'a pas pu payer pour le stacker crane la même année. On a dû faire un holdover. Ça aussi, ça a été complexe. Mais finalement, le stacker crane a fonctionné. Puis là, on voyait comment ce nouveau véhicule-là fonctionnait comparé aux anciens qui tombaient en morceaux. Fait que j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça fonctionne. L'autre affaire, c'est je suis certain que vous avez encore des forklifts à gaz propane. Oui. Quelques-uns, parce que justement, dans le temps, le seul moyen pour les gens de s'assurer que le forklift était assez fort pour lever des caisses qui étaient mal identifiées en fait de poids, c'était si le véhicule levait, il n'est pas assez fort. Il faut en trouver un autre, il faut en louer un, whatever. Ça doit être encore comme ça. Puis on cherchait à avoir des forklifts qui étaient électriques, qui étaient assez forts. Oubliez ça, ça ne marche pas. Fait que là, je me rappelle que mon personnel me disait que le gaz propane non seulement puait, mais était un problème, un danger. Donc, on ne pouvait pas utiliser les forklifts pendant que le personnel était à côté. Puis, ça, c'est la situation à tous les jours. Il y a quelqu'un qui trouvait un moyen de nous mettre les bâtons dans les roues pour que ça roule moins bien. Mais on trouvait une solution. Comme le quart de soir. On a parlé longtemps que le quart de soir, c'était un moyen de se préparer pour le lendemain matin, parce que quand les gens arrivaient à 6 heures du matin, il fallait qu'on soit prêt à justement envoyer le matériel aux clients. Avez-vous encore un quart de soir? Pas depuis la fin de l'Afghanistan, donc je crois que ça terminé en autour de 2013. OK. Donc, ça aussi, on peut regarder juste le fait d'amener les employés civils à travailler le soir, quand leur contrat disait qu'ils ne travaillaient que 2 jours, ça a été passionnant. Mais on a réussi à faire des changements qui rendaient l'unité de plus en plus efficace, efficiente. Puis après ça, quand ils voyaient qu'on était efficace et efficient, ils nous coupaient du personnel. Ça l'aidait pas, ça. Mais à chaque année, ils nous sortaient des nouveaux projets, c'est qu'on réussissait à aller chercher des argents supplémentaires pour les salaires. Mais ça, c'était encore une fois du quotidien. On se battait régulièrement pour avoir justement suffisamment de ressources là, pour rencontrer leur mission impossible. Donc, le dépôt est un endroit de mission impossible. Puis on a toujours réussi. Puis il est encore là. Avec le sourire. Tout à fait. Mais l'autre affaire aussi, je sais que vous avez des pièces de l'aviation, de la marine. Pas juste, même si ce n'est pas en grande quantité. Vous avez ça aussi à gérer dans vos inventaires, non? Absolument. Absolument. Et ça, ça suit le même processus que le colonel La Jeunesse nous a dit tantôt, à travers tout le système.
Ça doit pas être facile. Retrouver une pièce d'avion. Bref, tous les environnements sont sur le même système. Donc, les commandes, si ça va, c'est que ça va à Trenton pour la base aérienne, ou la force aérienne, ou est-ce que ça va à Valcartier pour la brigade. Dans les demandes, c'est transparent pour nous. Ouais. Mais actuellement, la 25e, c'est le plus gros centre d'approvisionnement au Canada. Là. Quand on parle même incluant l'aviation ou la marine. De plus grande dépôt de défense, oui. C'est quelque chose quand même. Hein? Alors, moi, ce que je vous suggère, on rentre dans le temps qu'on avait dit. J'espère que nos jeunes étudiants ont pu bénéficier de cette grande discussion-là, que ça ait pu éclairer les besoins qu'on a dans les Forces armées canadiennes. Que, également, ce qui est important pour tous les futurs officiers, qui comprennent un peu plus que le ravitaillement, c'est pas quelque chose de simple, ça n'arrive pas directement du ciel. Et aussi que dans le futur, autant que Pierre a eu beaucoup d'expérience, que Michel ou Annick, il y a beaucoup de place à aller dans le monde. Là, je pense entre autres là, à Lettonie, qu'est-ce qui se produit actuellement dans les différentes bases canadiennes ou américaines ou peu importe les bases où l'OTAN est. Les gens sont appelés à aller là-bas. Alors, c'est une belle carrière qui s'ouvre pour les gens qui sont en logistique. Et en espérant que ce qu'on a vu à soir, puis qu'on va voir le 21, c'est quelque chose qui va inspirer le monde. Puis que vous allez en parler, vous autres même, au collège. En tout cas, moi, je vais en parler. Là. Moi aussi, je vais m'assurer. C'est important de faire connaître ce que l'on fait à travers nos visites, à travers les discours qu'on a, avec les discussions qu'on a. Et pour terminer là-dessus, on a eu le 13 mars, on a eu aussi un autre exercice qu'on a fait. Et autant celui-ci que celui qu'on a fait le 13, qui était écrire des cartes de souhait pour Pâques qu'on va remettre le 2 avril. Tout ça est encadré dans un grand programme qui s'appelle Résilience Plus. Et que je crois que c'est un programme qui va vraiment aider les aspirants officiers, qui va les amener un peu plus loin et qui, en participant à des exercices comme qu'on fait là, à des activités comme on fait là, va leur donner une richesse intérieure. Ça, ce que vous faites là, c'est on transmet aux jeunes officiers une expérience que vous avez. Ça se transmet, ça. Oui, on dit toujours l'expérience est acquise, mais quand on est capable d'en transmettre un bout, mais tant mieux. Ça les prépare davantage. Alors, si vous avez quelque chose à dire, c'est le temps, sinon on... Écoutez, moi, je voudrais remercier le commandant d'avoir répondu à notre invitation, à Mme Annick Lefebvre d'avoir aussi répondu, à tous nos vétérans, anciens militaires d'avoir répondu à l'invitation. C'était un plaisir d'organiser cette activité. Comme l'a dit André, je pense que la grande force de cet événement, c'est de transmettre des savoirs, de l'expérience pour permettre à d'abord aux élèves officiers, parce qu'on est au collège, on ne connaît pas grand-chose de nos métiers, donc c'est ceux qui sont en logistique ou autant dans les forces, c'est très intéressant pour eux. Donc, merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous. Et ça nous fait plaisir, Cyprien, à jeudi. Merci, monsieur. À jeudi aussi. On a, nous aussi, hâte de vous voir là-bas. Parfait. Avec toute notre délégation, l'autobus, les box lunch. Une chose, un exercice qui pourrait être fait au collège, c'est de vous demander comment ça fonctionne, le ravitaillement du collège militaire. C'est intéressant, en effet. C'est ça, un exercice là-dessus, là. Vous allez voir. Ça sera très intéressant. En tout cas, parfait. OK, ben, vous remercie beaucoup et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On se revoit le 21.